Salut à tous, vidéo spéciale aujourd'hui, questions-réponses. Vous avez posé vos questions, je vais répondre à vos réponses. Non, à vos questions. Donc, j'en ai pris une petite vingtaine, je pense. Donc, je vais essayer d'y répondre, là, maintenant, tout de suite, en moins de 10 minutes. Est-ce qu'on peut se donner ce challenge-là? Je vais jamais réussir. Avais-tu un coussin d'argent avant de commencer la vie en van? L'argent, ça fait longtemps. Oui, j'avais un coussin d'argent. Moi, je ne conseillerais jamais à personne de partir la vie en van sans avoir de plan, sans savoir quoi faire au cas où le coussin d'argent va arriver à expiration. Ce qui compte, c'est plus être sûr qu'on peut avoir à la fois la liberté de choisir où on va et la liberté de continuer la vie en van. Parce qu'on peut croire que c'est une vie qui ne coûte pas cher. Certes, il y a certaines petites techniques pour que la vie coûte un peu moins cher. Je pourrais faire une autre vidéo sur le sujet parce qu'on a dit que la vidéo allait durer moins de 10 minutes. Mais c'est toute vie coûte de l'argent. Donc avoir un coussin d'argent, je dirais, autour de entre 2000 et 6000 $, je dirais c'est un bon début. Surtout si vous êtes pas... En fait, ayez-en plus si vous êtes dans un processus de recherche de qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Si vous êtes déjà freelance, si vous êtes déjà pigiste, si vous avez déjà une sorte de revenu que vous savez plus ou moins qui va tomber, là, vous pouvez y aller vraiment freestyle. Parce que d'avoir une sorte de revenu soit passif, soit minimum qui va entrer et qui va nous permettre d'avoir une vie frugale, minimaliste, mais de pouvoir continuer la vie en van, c'est important. Et un coussin d'argent, c'est super important parce que au cas où votre véhicule tombe en panne, au cas où vous avez un souci, d'avoir, comme dans la vie en général, souvent les conseillers financiers vous diront toujours ça, mais encore plus, moi je suis votre conseiller financier de vie en van, encore plus dans la vie en van, je dirais d'avoir un coussin, c'est très important. À refaire, choisirais-tu une van déjà convertie ou à convertir? Très bonne question. Je pense que si je devais le refaire maintenant, je convertirais moi-même mon propre véhicule. Mais je dis ça parce que j'ai fait la première fois le choix de prendre un véhicule qui était déjà converti. Et d'acheter un vieux véhicule qui avait plus de 20 ans et qui avait été déjà converti par la compagnie Roadtrack, ça m'a permis de comprendre et de voir comment un véhicule, ça se convertissait parce que moi, je l'ai moi-même adapté ensuite, je l'ai modifié et je modifie toujours des petites choses. J'ajoute des trucs, j'enlève des trucs et je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir avoir cette expérience-là parce que quand j'ai commencé la vie en van, moi, c'était le but, j'avais pas 1 an pour le convertir ou 6 mois, j'avais pas d'endroit, il me fallait un fourgon aménagé, d'où l'idée de prendre un fourgon qui est déjà aménagé. C'était ça l'idée parce que le plan n'était pas d'aménager quelque chose ou de convertir quelque chose. Je ne me pensais pas du tout bricoleur ni que j'avais les connaissances pour le faire et donc c'est pour ça que finalement j'ai choisi un fourgon qui était déjà converti. Et aujourd'hui, bien de comprendre comment tout fonctionne, l'électrique, la plomberie, le frigo, je ne sais quoi, je trouve ça vraiment cool et aussi d'avoir appris à un peu construire plus, de travailler le bois, de travailler plusieurs choses. Aujourd'hui, je me sentirais plus à l'aise, mais ça reste que c'est un investissement assez gros et qu'au final, les deux vont valoir plus ou moins la même chose, surtout quand vous considérez le temps que vous passez à convertir votre propre van. Donc après, c'est un choix très personnel à faire, mais je vais faire une autre vidéo sur quel type de van choisir qui sort bientôt. Troisième question. As-tu Facebook? Oui, ma vie en van. Faut juste chercher ça. Ta formation musicale. Oh! Belle question. À la base, en fait, j'ai arrêté de faire de la musique pendant quelques années. Pas arrêté, j'ai jamais arrêté de faire de la musique. Mais j'ai commencé par du piano classique. Après du violoncelle, pas beaucoup. Après de la guitare, ça j'ai appris tout seul. Mais parce que j'avais une formation en solfège et en piano classique, ça aide d'avoir une formation un peu très carrée
pour ensuite faire un peu n'importe quoi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. donc c'est à peu près ça. J'ai commencé quand j'étais jeune. Je ne sais pas exactement à quel âge. Peut-être 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Tu vas poursuivre tes aventures ou poursuivre une vie sédentaire une fois rentré, vas-tu nous abandonner? Alors, ça c'est une question qui, je me souviens, était quand j'avais fait la vidéo de Retour au Canada. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne me suit pas depuis le début parce que quand j'ai dit de Retour au Canada, ben, c'est simplement parce que je rentrais, j'allais de nouveau au Canada et je quittais les États-Unis. Mais c'est pas un voyage. Enfin, ce que je fais, c'est un voyage permanent, si on veut, le road trip à durée indéterminée, RDI. Mais c'est ce que je fais, c'est ça, c'est genre, ma vie, c'est ça. Donc, rentrer pour les gens, ça veut dire devenir sédentaire. C'est très intéressant de cette conception-là. Parfois, je l'oublie que la norme, c'est ça. Mais ouais, non. La vie, ça continue. Bien sûr, plus j'ai des expériences dans des fermes, plus j'ai des expériences sur la route, plus je pense à où, à quand, à quoi. Mais pour l'instant, c'est encore au stade embryonnaire et je crois qu'il y a beaucoup de patience à avoir parce que justement, moi, pourquoi la vie en van, à quoi ça me sert? Ça me sert, je dirais, à avoir une sorte de transition vers une vie que je choisis. Alors que jusqu'à la vie en van, c'était une vie, pas que je n'avais pas choisie, ce serait un peu abusé, mais c'était une vie que je calquais sur un modèle qui existait déjà. La vie en van, ça m'a appris à me faire ma propre vie. Et donc, pour moi, c'est vraiment un apprentissage et une transition vers une autre vie peut-être. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Eh bien, tu es en manque d'inspiration, tu fais du remplissage. Tu dois en avoir marre de cette constance à devoir produire une vidéo chaque semaine. Je comprends. Allez, courage! Alors ça, c'est un commentaire qui m'a mis en fucking grogne. C'était quand j'ai fait ma vidéo sur ma chèvre, la vidéo de woofing qui s'appelle « Une vie de travail pour vivre simplement ». Quelque chose comme ça, sur les chèvres dans l'État de Washington. Et j'ai fait une vidéo en anglais, un peu plus courte, avec la même narration, mais traduite. Et ça, j'aurais dû l'expliquer, c'est pour une sorte de concours vidéo qui est organisé par Woofing, Woof USA. Et donc, je leur ai proposé ça et ils ont vraiment beaucoup aimé. Et en fait, la vidéo, il faut qu'elle ait beaucoup de likes pour qu'elle gagne le concours. Et malheureusement, j'ai mal expliqué ça et donc j'ai mis la même vidéo 2 fois, même si une était en français, une était en anglais. Je pensais que ça passerait comme ça, puisque les gens, je pensais pas qu'ils aimaient à ce point-là mettre des pouces négatifs. Mais donc c'est ça, donc c'est peut-être ma faute. Je pense pas, mais j'aurais dû mieux l'expliquer en tout cas. Mais c'est fou les commentaires du genre que j'ai reçus juste, enfin... Non, genre chaque semaine, je sors des vidéos. S'il y a une semaine où j'en sors pas, c'est parce que je vais en sortir 2 la semaine qui suit. Et je mets toujours des vidéos qui font plus de 10-15 minutes, parfois 20. Il va y avoir une vidéo là, de la ferme où je suis resté pendant 1 mois et demi. Elle va durer très très longtemps. Tout ça, c'est du travail et j'aimerais avoir du temps pour faire d'autres choses. Et je passe beaucoup plus de temps que j'aimerais à faire du montage vidéo, même si je le choisis et j'aime beaucoup faire ça, pour vous partager tout ça. Donc, les commentaires comme ça, c'est tellement désobligeant et ça donne tellement pas envie de... Ben, à la fois, c'est malheureusement le retour de la médaille, si on veut, l'envers de la médaille. Mais non, j'ai pas un manque d'inspiration. Au contraire, j'ai trop de trucs que je veux faire et trop de trucs que je veux vous montrer, que je veux partager. Et en fait, non, c'est que j'aimerais avoir un manque d'inspiration pour pouvoir me concentrer sur une chose. Comment on prend pour acquis certaines choses, parfois je trouve ça assez fou et j'en suis peut-être aussi, aussi coupable de prendre pour acquis certains contenus que je consomme. Mais donc après c'est peut-être d'une certaine manière un compliment parce que ça montre que ça a l'air facile alors que je dis pas que c'est compliqué, j'adore faire ça, mais il y a quand même il y a du travail derrière ça parce que c'est un peu presque à temps plein que je fais ça aujourd'hui, donc enfin... pas à temps plein, mais en tout cas, vous avez compris. Donc, merci pour ce commentaire. Ton frigo tourne au propane ou électrique? C'est un frigo qui s'appelle Three-Way parce qu'il tourne au propane,
et électrique et aux 12 volts. Donc, le propane, je le laisse la plupart du temps tourner, même si sur la route, c'est pas très conseillé, mais tout le monde fait ça. Mais la plupart du temps, je le mets au propane. Quand je vais faire des pleins d'essence, à une station essence, il faut fermer tous ces appareils au propane. Donc, je le mets sur le 12 volts, qui est la batterie marine. Et si j'allais dans des campings, dans des endroits où, si je vais à un endroit où je peux chez vous, où je peux me brancher, quelque chose que j'ai rarement fait de me brancher. En fait, je l'ai peut-être fait 3 fois en 2 ans et demi. Je choisis l'électrique. Donc, propane, 12 volts ou 120 volts. Quel conseil pourrais-tu me donner pour moi qui rêve de faire pareil sans pour autant franchir le pas? Comment franchir le pas, je dirais, c'est d'abord downsizer. Et c'était une de mes premières vidéos. Diminuer ses dépenses, ses possessions, les choses qui nous attachent les choses auxquelles on s'attache sans qu'elles nous apportent du plaisir ou du bonheur. Faire une sorte de liste comme ça et analyser les choses à la fois matérielles et mentales qui nous tiennent et qui nous rendent malheureux ou qui nous font sentir comme si on était esclave de quelque chose. Je crois beaucoup en l'autodétermination, c'est-à-dire au choix qu'on fait. On a tous des cartes dans la vie et parfois certaines personnes elles ont un mauvais jeu mais elles arrivent à s'en sortir et certaines personnes parfois elles ont un très bon jeu et elles vont juste pas savoir quoi faire avec. Et je crois que cette métaphore-là c'est très important parce que la vie c'est ce qu'on en fait et c'est ce qu'on en fait qui fait qu'on devient ce qu'on est. Et donc ne pas avoir ce sentiment d'être bloqué et de ne pas arriver à franchir le pas pour faire la vie en van, c'est parce que il y a d'autres choses dans notre vie qui nous retiennent. Et après, le risque, c'est de prendre certaines excuses, comme souvent ça va être l'argent, la famille, je sais pas, il y en a plein, pour justifier pourquoi on ne fait pas telle ou telle chose. Et ça, notre cerveau, il est très fort pour faire ça. Mais quel conseil aurais-tu pour franchir le pas? Je dirais que c'est vraiment downsizer, minimaliser, se débarrasser de tout le superflu, qu'il soit à la fois matériel ou psychologique. Tout ça, c'est un poids sur les épaules. Et une fois qu'on a fait une sorte de filtrage de tout ça, les décisions qu'on doit prendre dans notre vie, tout d'un coup, vont toutes avoir beaucoup de sens. Tu n'as pas peur de tomber en panne en pleine forêt? Oh, j'ai peur. Oui, la peur, il y a tout le temps des peurs. J'ai tout le temps peur de tout. Mais je sais que il y a toujours une solution. Donc, j'ai peur de tomber en panne. J'ai peur, là, par exemple, la route que j'ai prise pour venir ici. Je ne sais pas comment je vais la remonter. Et ça m'arrive chaque fois que je vais faire du camping en forêt. Aujourd'hui, je suis allé faire du portage et du canot pendant toute la journée. J'avais peur que mon canot, il perce. Et j'aurais été perdu au milieu de nulle part. En fait, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est qu'on n'est jamais tout seul, quoi qu'il arrive. Et de deux, c'est que il faut toujours mettre toutes les choses de son côté pour qu'au cas où quelque chose se passe de mal, on soit prêt. C'est qu'est-ce qu'on fait, c'est comme, pas vraiment le principe de précaution, mais qu'est-ce qu'on fait pour que les choses n'arrivent pas. Et il y a sûrement des choses que je fais mal, mais la vie en van, au cours de ces nombreuses années maintenant, ça m'a appris à essayer de voir très clair dans qu'est-ce que je fais pour éviter que des choses mauvaises se passent et suivre son instinct.
Et j'en parle souvent et parfois ça peut causer du tort de suivre son instinct parce qu'on on l'a mal lu ou parce que notre instinct avait tort. Il n'y a pas toujours raison, notre instinct. Parfois on pense qu'on a une bonne idée puis c'est une mauvaise idée. Mais donc, à peur de tomber en panne en pleine forêt, oui, ça peut arriver. Ça arrivera. Ça va arriver là, peut-être maintenant. Mais je veux dire, ma boîte à l'arrière, elle peut briser, elle peut tomber. Je peux avoir une infiltration d'eau, je peux tomber en panne de batterie. Mais d'avoir un plan pour au cas où chacun de ces scénarios, si chacun de ces scénarios se passe, d'avoir un plan ou de savoir qu'on trouvera une solution, eh bien, c'est tout ce dont on a besoin. Parce que sinon, si on a une peur, on va juste rien faire. Et moi, c'est ça que j'ai très longtemps combattu parce que c'est quelque chose que je faisais souvent. Comment négocies-tu avec les interdictions de stationnement nuit-jour? Cela demande-t-il une recherche exhaustive? Alors ça c'est surtout pour les zones urbaines. Oui, ça demande beaucoup de recherche ou d'avoir un plan B, encore une fois. Quand il y a un endroit où je ne suis pas sûr, déjà, si je ne suis pas sûr, j'ai pas vraiment envie d'aller passer la nuit là, parce que j'aime bien dormir, et dormir, c'est la chose la plus importante au monde. Et c'est tout ce qu'on a pour se régénérer, donc c'est super important de bien dormir. Donc, je sais pas trop en fait. Ce que je te dirais, je dirais que oui, il faut faire de la recherche, surtout quand il y a un endroit où on veut vraiment aller et que malheureusement, eh bien, il n'y a pas vraiment il y a des lois spécifiques ou quoi. Il faut faire sa recherche ou être prêt à faire beaucoup de kilométrage. Ça m'est arrivé quelques fois de me faire virer d'endroit. Parfois, ça m'est arrivé d'aller à des endroits où c'était interdit, puis en fait, c'est pas si grave, surtout en basse saison, ça arrive souvent. Je dirais que ça demande une recherche que si, par exemple, Tofino, sur la côte ouest, ils ont complètement banni l'usage de dormir dans son véhicule. Vous prenez des amendes de 160$. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé à mon premier camping. Mais donc oui, ça demande de la recherche. Mais je crois qu'encore une fois, on trouve une solution à tout. Et c'est quelque chose que ma maman dit toujours. C'est il y a une solution à tout. Donc, je sais pas quoi ajouter d'autre. Ouh! Dernière question. Top 3 des objets à embarquer avec soi. Ça, c'est une dure question matérielle. Ça dépend pour le plaisir, pour survivre, je sais pas. Malheureusement, je vais dire son téléphone. Moi, mon téléphone, il me sauve beaucoup de temps et beaucoup de stress. Et on parlait avoir des peurs, etc. Et puis je sais que parfois c'est bien de faire sans GPS ou sans téléphone ou sans informations ou quoi. Mais non seulement pour les trajets, pour voir sur le satellite, avec Google Maps, il y a l'option satellite, de voir tout sur le go, vraiment, de ne pas avoir besoin de se poser vraiment 1 heure, de juste tout de suite voir. C'est un privilège qu'on a aujourd'hui et aussi pour manger. Je suis un peu comment dire, pas un extrémiste, mais je recherche beaucoup sur ce que je mange et j'aime savoir d'où ça vient, comment ça a été traité, qui s'en est occupé. Et plus je fais du woofing et plus je travaille dans des fermes, plus j'ai de la misère en fait à me nourrir ou à trouver à manger qui convient à ce que moi je pense qui est important pour moi et pour la planète. Et pour en revenir au sujet, grâce au téléphone, ça rend vraiment la recherche de ces choses spécifiques beaucoup plus facile parce qu'avec c'est ça, tout ce qu'on peut trouver sur Internet et aussi uploader des vidéos. Je peux vous mettre des vidéos au milieu de nulle part. Bon là, ici, j'ai pas de signal ici, donc ça applique pas pour ici. Ici, je suis sans réseau. Mais donc oui, après,
Deuxième indispensable. Oh my God! J'ai aucune idée. Parce qu'à la fois, on a besoin de tout et on a besoin de rien. Je dirais, peu importe quelle activité de plein air que tu fais, une bonne paire de souliers de marche, je sais pas, un vélo, un bon vélo, ou n'importe quel vélo. Je sais pas, c'est très personnel, hein, donc le côté matériel, et à la fois on a besoin de rien. On peut avoir juste besoin d'une rechange de vêtements et puis c'est tout. De l'eau. Ah! Deuxième, de l'eau. Ça, l'eau là, c'est un truc à avoir. Je dirais quand on part, c'est d'avoir toujours de l'eau, d'être toujours prêt à avoir de l'eau avec soi. Pour la simple et bonne raison que l'eau, c'est la vie. J'ai pas d'autre raison. Mais ouais, l'eau, surtout l'été, toujours avoir de l'eau. Et encore une fois, ça dépend, la question, est-ce que c'est pour la vie en van urbaine et touristique et tout ça, ou la vie en van plus nature, etc. Troisième objet. Vous, ce serait quoi vos trois objets dont vous ne pouvez pas vous passer? Je crois qu'on va finir là-dessus parce que j'ai aucune réponse à cette question. Donc, dites dans les commentaires, c'est quoi vos trois objets sans lesquels vous ne pouvez pas vous passer? Sans lesquels desquels vous ne pouvez pas vous avez compris. Moi, mes trois objets, je dirais, c'est des livres, ma paire de souliers de rando et